tous, je suis ravie d'être avec vous ce vendredi. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Vous êtes sur Ig24 News, c'est le morning et on démarre par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. La presse israélienne ce matin reste à l'affût. Doit-on d'ores et déjà parler des négociations avec les Palestiniens au passé, Yael Bornstein? Bonjour, on n'en est pas vraiment sûr, c'est le ressenti ce matin dans tous les médias israéliens et arabes, en tout cas au Moyen-Orient, on n'est plus trop sûr. On est pessimiste sur l'avenir des négociations. Je vous propose de commencer avec ce grand titre de la couverture du quotidien, un grand tirage, Yediot Aharonot. Nous avons reçu une gifle de la part des Palestiniens. Dans la double page qui est consacrée à cette nouvelle, on parle de crise ou d'explosion. Abou Mazen exige maintenant la libération de 1200 Palestiniens et la reconnaissance de Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Plus rien n'est possible depuis Mahmoud Abbas est allé réclamer de l'aide aux organisations internationales, annonce-t-on dans les rangs israéliens qui essayent encore de demander aux États-Unis la libération de Jonathan Pollard, même s'il semble que ceci ne soit plus guère d'actualité. Le quotidien centriste Maariv, quant à lui, nous rapporte l'injonction de John Kerry. Abou Mazen et Netanyahou se doivent de reprendre les rênes de la suite des négociations. Alors que les Palestiniens sont sur le point de faire déclarer Israël comme criminel de guerre, le chef des négociations américains tente de rappeler tout le monde à l'ordre. Il ne faut surtout pas laisser passer le moment présent. Regardez toujours dans Maariv la caricature d'un Benjamin Netanyahou affolé, conduisant un sidecar dont le passager n'est autre qu'Abou Mazen. Et puis comme vous le voyez, la rupture, la séparation entre les deux hommes. Et c'est le quotidien gratuit et pro-gouvernemental Israël Hayom qui nous rapporte la déception du secrétaire d'État américain qui reflète d'ailleurs celle de la Maison-Blanche quant aux actions d'Abou Mazen. On peut mener le cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire, a déclaré hier John Kerry. Regardez aussi la caricature du jour dans Haaretz, le journal de gauche. Dépité, Kerry plie bagage et Netanyahou le supplie de rester et lui promet de le surclasser dans le tout nouvel hôtel hors classe de Jérusalem, le Waldorf Astoria. Et cette nouvelle est aussi largement reprise dans la plupart des médias arabes et notamment Al Jazeera. Comme vous pouvez le voir, on annonce la nouvelle en insistant sur le fait que les Israéliens ont décidé d'annuler la prochaine libération des prisonniers palestiniens et arabes israéliens. De même, dans le site de l'agence presse palestinienne Ma'an, on rapporte tout de même que la ministre de la Justice Tzipi Livni, responsable des négociations, a déclaré que la libération des prisonniers a été annulée à la suite de l'annonce des récents efforts Mahmoud Abbas d'atteindre les organisations internationales. Du côté palestinien, on rejette la balle dans le camp d'Israël. Voilà, est-ce qu'on doit enterrer les négociations de paix? Ce sera l'objet de notre discussion avec vous, Daniel Haïk, dans quelques instants. Pour l'heure, on parle de Shimon Peres. Yael, il vient d'ouvrir un compte Facebook en chinois. Absolument, c'est assez surprenant, mais pas vraiment surprenant quand on connaît l'homme et sa volonté de dialogue. Cette info nous est rapportée par Israël Hayom. Le président israélien Shimon Peres vient d'ouvrir un compte sur Weibi, le Facebook chinois, pour ainsi communiquer et répondre aux nombreuses questions qui lui sont d'ores et déjà adressées. En chinois, figurez-vous, il deviendra ainsi le deuxième homme politique étranger à la Chine, après le Premier ministre David Cameron, à faire la star sur Weibi. Voilà pour Shimon Peres. Allez, on part maintenant en Syrie, ou plus exactement au Liban, où le nombre de réfugiés syriens a atteint le million. C'est un cinquième de la population libanaise. Absolument, cette information nous vient du site internet de la chaîne d'information panarabe Al Jazeera. Le nombre de réfugiés ayant fui la Syrie vers le Liban voisin a dépassé hier 1 million. Un record aggravé par des ressources qui s'épuisent rapidement et une communauté haute proche du point de rupture, a souligné le Haut Commissariat des Nations Unies dans un rapport publié hier. Officiellement donc, les réfugiés syriens ont dépassé le million. Officieusement, leur nombre a franchi cette barre depuis bien longtemps déjà, puisqu'on sait qu'ils sont nombreux à refuser de s'enregistrer auprès du HCR, pour des raisons essentiellement politiques. 3 ans après le début du conflit en Syrie, le Liban est devenu le pays au monde hébergeant la plus forte densité de réfugiés par habitant. Réfugiés qui représentent désormais un quart de la population libanaise, avec plus de 220 réfugiés syriens pour 1000 habitants libanais, vous le disiez tout à l'heure, selon les chiffres officiels évidemment. Allez, on reviendra sur cette info dans cette édition également. En Turquie, la saga Twitter continue. Ça continue, on en est peut-être au dénouement. Voyez cette nouvelle du quotidien turc Hürriyet, une entrave gravissime à la liberté d'expression. Ce sont les mots et la décision qui a été adoptée à l'unanimité par le tribunal constitutionnel turc qui a ordonné aux autorités gouvernementales de réinstaller le réseau social Twitter qui, je vous le rappelle, avait été censuré par le Premier ministre turc Erdogan il y a tout juste 2 semaines. Allez, on termine par une bonne nouvelle pour les Rolling Stones, une moins bonne nouvelle peut-être pour leurs fans israéliens.
C'est un record. C'est Israël Hayom qui nous rapporte cette curiosité. Vous savez que le groupe d'anthologie des Rolling Stones est sur le point de venir en concert à Tel Aviv cet été. Eh bien, leurs billets ont été raflés sur les sites de prévente en un temps record de 27 secondes 27 seulement. secondes. Absolument incroyable. Et c'est pourtant vrai. La production des Rolling Stones s'avoue satisfaite et promet un tirage au sort qui accordera l'entrée VIP aux gagnants. Vous avez pris vos places, Yael? Pas encore, j'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps. 27 secondes, Vous, c'était pas Daniel, assez. ça vous intéresse? Écoutez, c'est assez intéressant de voir cet engouement de la population israélienne pour les Pink Floyd. C'est vraiment, c'est assez. C'est les Rolling Stones. Pardon, les Rolling Stones. Oh là, excusez-moi, vraiment. Ah là, je suis désolé. Mais c'est assez impressionnant. C'est-à-dire, surtout quand on sait le prix des billets, c'est près de 700 shekels. C'est pas donné. C'est pas donné. C'est pour les places les moins chères. Bon, alors là, en l'occurrence, c'était des places à 350 shekels. C'est l'équivalent d'à peu près. Cela prouve que les Israéliens sont quand même assez conservateurs en musique aussi. En aussi. musique, peut-être. Ouais. Bon, 27 secondes, c'est un record. Merci beaucoup, Yael. Restez avec nous. Merci, Barbara. Voilà, Israéliens et Palestiniens poussés donc dans leur dernier retranchement. Les deux parties ont durci leur position ces dernières heures. Mais John Kerry ne baisse pas les bras. Pour lui, les négociations doivent se poursuivre. Rappel des faits en images et on en parle juste après avec Daniel Haïk. La paix israélo-palestinienne dans un état critique. Les négociations sous l'égide des États-Unis se sont heurtées à de nombreuses impasses ces dernières semaines. À travers les épreuves, le secrétaire d'État américain John Kerry n'a jamais perdu espoir, mais ce jeudi, le ton a changé. En visite à Alger, John Kerry a averti qu'il y avait une limite à ce que l'administration Obama pouvait faire pour pousser les deux parties vers un terrain d'entente. Il a appelé les leaders des deux camps à prendre les rênes des négociations et sauver le processus de paix qui ne tient plus qu'à un fil. En guise de métaphore, Kerry a comparé la situation à un vieil adage selon lequel il est possible de mener le cheval à la rivière, mais personne ne peut le forcer à boire. Selon le secrétaire d'État, il est maintenant temps pour Netanyahou et Abbas de boire l'eau que leur proposent les Américains. La lutte actuelle et le désaccord ne sont pas sur la substance fondamentale d'un accord sur le statut final. C'est sur le processus qui aboutit à cela et ce qui doit être fait pour continuer à négocier. Ce serait une tragédie pour les deux parties de perdre la possibilité de régler ces vrais problèmes qui concernent l'accord sur le statut final. La crise s'est approfondie cette semaine. Suite au refus israélien de libérer le dernier contingent de prisonniers prévu, la direction palestinienne a décidé de demander l'adhésion à 15 agences et traités internationaux. Une démarche qui a brutalement détérioré le climat. Une rencontre pour aplanir les divergences a eu lieu à Jérusalem dans la nuit de mercredi à jeudi entre la ministre israélienne chargée des négociations, l'émissaire américain et le représentant palestinien. Un rendez-vous qui aurait été très difficile, l'initiative n'a mené à aucune solution. Selon certains rapports, les Israéliens auraient menacé l'autorité palestinienne de sanctions. Cette dernière aurait riposté en menaçant de demander la poursuite d'Israël pour crimes de guerre devant les tribunaux internationaux. À l'approche de la date butoir du 29 avril, la crise semble être irréversible. Daniel Haïk, est-ce que la crise est irréversible? Est-ce qu'on est arrivé à un point de non-retour dans ces négociations? Écoutez, bien sûr, toute négociation connaît ses crises et puis souvent, à la veille d'un accord, il peut y avoir des crises extrêmement sérieuses. Je ne sais pas s'il y aura un accord à l'issue de cette crise actuelle, de cette crise aiguë entre Israéliens et Palestiniens. Ce qui est clair, c'est que il y a là un constat d'échec de l'initiative de John Kerry. John Kerry s'est investi, lui, personnellement, et il a aussi investi l'administration Obama dans ce processus de négociation depuis juillet 2013. Il espérait beaucoup. Depuis 3 mois, on sait qu'il voulait nous proposer aux Israéliens, proposer aux Palestiniens un accord intérimaire pour pouvoir poursuivre les négociations. Il n'y est pas parvenu. Il n'est même pas parvenu à obtenir la moindre promesse de poursuivre les négociations. Et là, c'est un constat d'échec. Quelle a été son erreur? Il a été naïf, John Kerry. John Kerry, d'abord, ce n'est pas le premier secrétaire d'État américain ou le premier négociateur américain à se casser les dents au Proche-Orient. Il y en a eu d'autres. Lorsque je vois ces images, eh bien, je me rappelle de James Baker. C'était avant le processus d'Oslo. James Baker qui avait dit aux Israéliens et aux Palestiniens, lorsque vous serez prêts, prenez mon numéro de téléphone, lorsque vous serez prêts, appelez-moi. C'était à l'époque, c'est le même genre de contexte aujourd'hui. Et il y en a eu d'autres, il y a eu George Mitchell, de nombreux négociateurs qui se sont cassés les dents dans les négociations. Tout cela pourquoi? Parce que le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de climat de confiance
entre les leaders, entre les responsables israéliens et les responsables palestiniens. Sans climat de confiance, c'était le climat de confiance que le processus d'Oslo devait instaurer depuis son origine et qu'il n'a pas instauré. Et dans cette constellation, impossible d'envisager un avenir favorable. Est-ce que John Kerry va jeter l'éponge ? Écoutez, je ne suis pas dans les petits papiers de John Kerry pour savoir s'il va jeter l'éponge. Mais il est difficile aujourd'hui. Je pense qu'il va essayer d'aller de l'avant. Mais là aussi, je pense que... Je parlais de constat d'échec de la part de John Kerry. C'est aussi le constat d'échec de la nouvelle diplomatie américaine. La nouvelle diplomatie américaine, celle qui veut une diplomatie à outrance de la part des Américains, qui a été instaurée... Accuser les Américains d'avoir fait échouer ce nouveau round de négociations. Parlons des parties en présence. Les Israéliens et les Palestiniens ne cessent de durcir leur position, d'ajouter des conditions. Comment vous expliquez cette stratégie ? D'abord parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises par John Kerry. Je vous donne une erreur qui peut paraître bénigne au début, mais qui se reflète aujourd'hui, qui reflète d'une manière... On a parlé du refus des Israéliens de concrétiser la 4e phase des négociations. Des libérations de des libérations des prisonniers palestiniens. Mais Israël ne s'était engagé à libérer les prisonniers palestiniens qu'à condition qu'il y ait des progrès dans les négociations. Or, il est clair de l'avis général qu'il n'y a pas eu de progrès dans les négociations. Au cours des 3 derniers mois, il n'y a pas eu de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, que les deux parties se sont parlé par l'intermédiaire des Américains. Et donc, comment John Kerry pouvait promettre faire une promesse aux Palestiniens d'une libération de cet ordre, et même prendre l'engagement, sans avoir obtenu l'aval des Israéliens, de libérer des détenus arabes israéliens qui sont de nationalité israélienne. C'est un engagement qu'a pris John Kerry parce qu'il était convaincu qu'il allait aboutir. Mais non, au Proche-Orient, ça ne marche pas comme cela. Et la carte Pollard qu'il a fait jouer ces derniers jours, c'était une erreur aussi. La carte Pollard qu'il a fait jouer, c'était aussi une erreur. D'abord, c'est un problème éthique, un problème moral d'un point de vue entre Israéliens et Américains. Le seul fait d'échanger un homme qui a été reconnu coupable, certes d'espionnage, mais il y a 30 ans, qui est citoyen israélien, et de le comparer à des terroristes palestiniens, c'était une erreur. Il faut libérer Jonathan Pollard sans aucun rapport, sans aucune relation avec la libération des prisonniers palestiniens. Ça, c'était une erreur. Pourquoi l'erreur ? Et là encore, cela prouve que l'administration Obama, John Kerry n'ont pas vraiment compris comment se déroulent des négociations au Proche-Orient. C'est là, les Palestiniens, ont vu tout de suite ce qui se passait. Ils ont vu que les Israéliens allaient souhaiter signer un accord pour pouvoir libérer Jonathan Pollard avant les fêtes de Pessah. Avec les exigences des Palestiniens, geler en partie les constructions, etc. Et donc, ils étaient même prêts. Israël l'a dit, Benjamin Netanyahu a affirmé qu'il était prêt à négocier, à libérer 400 prisonniers palestiniens. Un gel partiel, il a sous-entendu qu'il était favorable à un gel partiel en Judée et Samarie. Donc, il était prêt à faire un pas en avant. Et à ce moment-là, les Palestiniens sont devenus plus gourmands encore. Ils ont allongé la liste de leurs exigences. Est-ce que c'est la stratégie Arafat qu'adopte aujourd'hui C'est un peu la stratégie Arafat. Ceux qui se souviennent du sommet de Camp David en juillet 2000, savent que bien que Ehud Barak ait proposé 95% de la Judée et de la Samarie, un partage de Jérusalem, Yasser Arafat a refusé. C'est cette position du refus. Vous savez ce qu'avait dit Abba Eban, un grand diplomate israélien, il avait dit: les Palestiniens ne ratent jamais une occasion de rater une occasion. C'est ce à quoi on assiste actuellement. Et les Israéliens, si le gouvernement Netanyahou n'avait pas été un gouvernement de droite, imaginons que la gauche était au pouvoir en Israël, est-ce que les choses se seraient passées autrement ? Regardez, la gauche était au pouvoir, le centre était au pouvoir. Un homme comme Ehud Olmert, dont on a beaucoup parlé dans un autre contexte cette semaine, a fait une proposition en novembre 2008, à Abou Mazen. Il lui a proposé quelque chose, d'aller beaucoup plus loin, une parité totale sur le retrait israélien de la Judée et de la Samarie, partage de Jérusalem, renoncement à la souveraineté sur le mont du Temple, etc. Et Abou Mazen n'est pas revenu vers lui. Il le reconnaît lui-même, Ehud Olmert, à cette époque. Alors qu'il avait une droite israélienne, ça n'a aucune importance ? Ça n'a aucune importance. La véritable question, est-ce que les Palestiniens veulent véritablement la création d'un État palestinien ? Ça, c'est la question. Et les Israéliens le veulent ? Les Israéliens, il y a des Israéliens qui estiment que ça serait un avantage pour Israël d'avoir un État palestinien à ses côtés, un État palestinien stable, démilitarisé, etc. Mais est-ce que les Palestiniens veulent véritablement un État, ou alors ils veulent surtout poursuivre le combat pour que l'État d'Israël n'existe pas ? Et
l'un des éléments de réponse, eh bien, c'est lorsqu'il se refuse systématiquement, farouchement, à reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël, qui est une revendication tout à fait légitime, puisque même Yasser Arafat l'aurait reconnu il y a quelques années. Il suffit à Abou Mazen de renouveler cette reconnaissance. Pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui? Cela interpelle les Israéliens et cela crée ce climat de méfiance entre les deux parties qui ne permet pas d'aboutir à un accord. Merci beaucoup. Daniel, restez avec nous. Après un nouveau journal, on parlera avec vous de ce phénomène en Israël. Ça s'appelle la politique du prix à payer. Alors que les négociations semblent compromises, certains habitants juifs des implantations multiplient les opérations de vengeance contre les villages arabes en Cisjordanie. Vous le voyez sur ces images. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers mois en Israël. On y revient juste après un nouveau journal. Restez avec nous. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On parle à présent d'un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers mois en Israël. Ça s'appelle la politique du prix à payer. Alors que les négociations semblent compromises, eh bien certains habitants juifs des implantations multiplient les opérations de vengeance contre les villages arabes en Cisjordanie. Regardez ces explications en images et on en parle juste après. Des dizaines de pneus crevés. La politique du prix à payer a encore fait parler d'elle ce jeudi matin, dans la ville arabe de Jish, au nord d'Israël. Sur ce mur, une menace d'expulsion adressée aux citoyens non juifs de l'État hébreu. C'est la dernière illustration d'une série d'actes de vandalisme qui visent le plus souvent des intérêts palestiniens en Cisjordanie. La police soupçonne des extrémistes juifs d'avoir tagué mardi dernier des messages de haine sur les murs d'un monastère chrétien près de Jérusalem. Des slogans contre l'Amérique et des symboles de la chrétienté. À plusieurs reprises dans le passé, les autorités israéliennes ont promis de sévir contre les auteurs de ces attaques. En attendant, ces derniers disent vouloir faire payer au gouvernement chaque mesure décidée contre les implantations juives ou leurs habitants, et surtout répondre au coup par coup aux attaques des Palestiniens. Je tiens à condamner fermement ce phénomène récent d'actes racistes envers les Arabes israéliens et de vandalisme contre les Palestiniens. Nous désapprouvons totalement ces actions et userons de tous les moyens légaux dont nous disposons pour y mettre fin. En juin dernier, le cabinet de sécurité israélien avait tenté d'éradiquer ce phénomène en qualifiant leurs auteurs d'hors-la-loi. Mais certains membres vont plus loin et militent pour que ces actions soient qualifiées d'actes de terrorisme. Ainsi, la ministre de la Justice, Tzipi Livni, a promis de déposer un projet de loi à cet effet. Mais l'initiative ne fait pas consensus et le débat promet d'être houleux. Daniel Haïk, est-ce que ces jeunes juifs sont des délinquants, des hors-la-loi, des terroristes? C'est pas moi, il ne m'appartient pas de définir ces jeunes au niveau de la loi, mais il est clair que ce sont des gens qui sont dans la délinquance, ce sont des gens d'abord marginaux. Il ne faut pas, dirons-nous, entacher l'ensemble du mouvement juif en Judée et Samarie à travers ces quelques dizaines de jeunes qui sont des jeunes marginaux, qui sont parfois ces fameux jeunes que l'on voit dans les collines dont on a parlé, qui habitent sur les hauteurs de Judée et Samarie de manière assez hippie comme ça et qui réagissent. Et il faut préciser qu'ils ne réagissent pas seulement contre la population palestinienne ou contre la population arabe israélienne, ou même comme c'est produit plus récemment ces dernières semaines, ces derniers mois contre des chrétiens. Mais d'abord, ce n'est jamais physique, c'est souvent des graffitis. Et c'est souvent des pneus crevés, etc. Pour certains, ils disent qu'ils souhaitent aller plus loin et que ça en arrivera aux attaques physiques. Oui, mais pour l'instant, ça reste dans ce domaine. Et je crois que quelque part, c'est une forme de réaction à un certain sentiment de passivité de la part de la population, des autorités israéliennes. En faisant ces actes-là, ils veulent dire quoi? Ils veulent appeler l'État à réagir un peu plus massivement. Et d'ailleurs, je le disais, ces actes se dirigent aussi contre l'armée israélienne, contre la police israélienne à l'intérieur de la Judée et de la Samarie. Et donc, quelque part, ce sont des gens qui ont véritablement une approche assez particulière de la réalité. Et alors, il y a aussi certaines affirmations, c'est-à-dire parce qu'il y a eu plusieurs actes. Ce sont des actes qui se sont intensifiés au cours des 6 dernières années en particulier. Il n'y en a pas tous les jours, il y en a régulièrement. Le gouvernement, les autorités
le Shin Bet a des difficultés à essayer de retrouver. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique d'arrêter ces jeunes-là? On sait que dans la plupart des cas, il n'y a pas d'arrestation à la clé. En tout cas, le département, ce que l'on appelle le département juif du Shin Bet, s'occupe beaucoup de ces cas de Tag Mechir, du prix à payer. Il a une réussite, on va dire, partielle, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de dépôts de dossiers judiciaires d'accusations contre certains de ces jeunes, mais jusqu'à présent, aucune inculpation, si je ne m'abuse, aucune condamnation. Non, il y a une politique de laisser-faire tacite de la part du gouvernement? Il n'y a pas une politique de laisser-faire, c'est difficile. Il est apparemment difficile de retrouver les auteurs de ces actes. Ils sont extrêmement compartimentés. Ils ont des méthodes d'agents secrets, si on peut dire. Ils sont extrêmement discrets sur leurs actes et c'est difficile pour le Shin Bet de les arrêter. Alors Jacques Neria est notre invité également ce matin. Bonjour, vous êtes consultant avec 24 News, ancien officier des renseignements israéliens. Vous êtes d'accord avec ce que dit Daniel? Il est très tendre avec eux. Ce sont de petits voyous. Ce sont de petits voyous, là. Il faut tout simplement les nommer de ce qu'ils sont. Il n'y a pas d'idéologie. La seule idéologie, c'était une idéologie de la haine. Aller couper des arbres, des oliviers, ou bien détruire des cultures dans les villages arabes. Il n'y a rien que de la haine qui exprime tout ça. Et ça n'aboutit à rien. Ça aboutit tout simplement à attiser, je dirais, les ardeurs, la haine et l'hostilité entre les Arabes et Israéliens. Ils veulent quoi? Ils disent quoi? Ils faut chasser les Palestiniens de leur terre? Je dirais que c'est une sorte de... Ce sont des anarchistes, en quelque sorte. Alors, avec l'anarchie, il n'y a pas... La seule idéologie, c'est tout simplement semer la panique. Semer la panique chez les Arabes et leur dire, écoutez, nous, les Juifs, nous pouvons faire beaucoup plus que vous ne le pensez. Malheureusement, pour eux, là, dernièrement, ça peut se terminer très mal. Il y a un groupe pareil qui s'est fait attraper dans un village et grâce à l'intervention d'un Palestinien qui était sur place, d'un vieux du village, ils ont été épargnés. Autrement ça aurait été un lynchage, mais alors de justesse. C'est incroyable. Ça aurait été un grand désastre. Et finalement, si ça continue comme ça, et si les autorités ne prennent pas ça au sérieux, ça pourrait aboutir à ça. Parce qu'il faut expliquer qu'ils vivent, ces jeunes-là, souvent à quelques centaines de mètres des Palestiniens. Ils sont implantés dans les territoires. Vous l'avez dit, les provocations sont quasi quotidiennes autour d'un olivier arraché, etc. Est-ce que c'est inévitablement explosif ? Malheureusement, oui. Si jamais on ne prend pas les mesures nécessaires pour arrêter ces voyous, ça se terminera mal. Et dans votre estimation, est-ce qu'assez de mesures sont prises? À mon avis, l'État d'Israël tel que je le connais, si jamais il mettait tout son poids là-dessus, on aurait pu arrêter un peu plus. Est-ce que Daniel, oui. Il y a effectivement chez ces jeunes des relents de racisme profond. Lorsqu'on voit ce qu'ils ont, les graffitis, et même lorsqu'il s'agit de graffitis qu'ils ont badigeonnés par exemple sur le monastère de Latroun, sur le monastère, un monastère à Jérusalem, à l'intérieur de certaines mosquées qu'ils ont incendiées. Il y a effectivement des éléments racistes, des relents racistes dans leurs actions. Et il y a aussi une interrogation, et peut-être, alors je ne veux pas être leur défenseur, mais il y a une interrogation, il y a certains éléments qui laissent penser que parfois, eh bien ce ne sont pas eux qui sont responsables de ces actes-là, mais parfois même ce seraient même certains éléments palestiniens qui délibérément, il y a eu des films qui ont été filmés par certains habitants de Judée et de Samarie qui prouvent que ce sont des Palestiniens, parfois, qui scient délibérément des arbres, des oliviers, pour faire croire qu'il s'agit d'actes de ce prix à payer de ces jeunes pour attiser les tensions d'une manière ou d'une autre. Est-ce que, pour finir, ces tensions et ces actes sont liés dans leur intensité à la reprise ou à l'échec des négociations? Oui, en tout cas, pas à la reprise ou à l'échec, c'est lié à la politique du gouvernement israélien. Si par exemple le gouvernement israélien prend la décision légale de détruire une habitation, un bâtiment qui a été construit illégalement dans telle ou telle implantation, eh bien en riposte, eh bien ces jeunes lancent leur opération. Merci beaucoup, restez avec nous pour l'heure. C'est le rappel des grands titres de l'actualité de ce vendredi. Israël a frappé Gaza ce matin après des tirs de roquettes sur la ville de Sderot. Les avions de Tzahal ont procédé à un bombardement ciblé sur 5 sites terroristes de Gaza. Des frappes qui font suite donc au tir de 4 roquettes sur la ville de Sderot. Hier soir, les projectiles sont tombés dans des zones inhabitées sans faire de dégâts majeurs ni de victimes.
Et puis les négociations au bord du gouffre, mais les Américains ne désespèrent pas. Les Palestiniens ont avancé 7 nouvelles conditions qu'Israël ne pourrait pas tenir. De son côté, Israël a annulé le 4e contingent de prisonniers, mais John Kerry s'est entretenu cette nuit au téléphone avec Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Pour le secrétaire d'État américain, les discussions vont se poursuivre. Enfin, l'épidémie d'Ebola continue de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Plusieurs nouveaux cas suspects ont été détectés au Libéria et au Mali. Hier, l'épicentre de cette fièvre hémorragique virale reste la Guinée, où l'épidémie a tué 84 personnes. Je vous rappelle qu'il n'existe ni vaccin ni traitement contre ce virus hautement contagieux. Son taux de mortalité peut atteindre 90%. Et on reste en Afrique. Mieux vaut tard que jamais. L'Union européenne s'est enfin décidée à lancer son opération militaire en Centrafrique après avoir mis des mois à rassembler les troupes nécessaires, 800 hommes à terme qui viendront soutenir les soldats français et africains déjà sur place. Betsabe Salem, on en parle juste après. Le déploiement de la force européenne, le Fort RCA, devrait prendre plusieurs semaines. 800 soldats dirigés par le général de division français Philippe Pontiès. Son objectif, sécuriser l'aéroport et plusieurs quartiers de Bangui, la capitale qui en une dizaine de jours a plongé à nouveau dans l'horreur. Même si les massacres de masse ont cessé depuis l'opération Sangaris menée par la France, la Centrafrique est toujours divisée par les haines interreligieuses et les violences en sont la preuve quotidienne. Les habitants y sont non seulement tués, mais aussi torturés, mutilés, brûlés et démembrés. Une menace pour les pays alentours aussi. La République centrafricaine ne tend nullement la main de mendiant. Elle estime que c'est un devoir pour toute l'Afrique de lui venir en aide, car sa position géographique est une position stratégique dont l'on doit tenir compte si l'on veut éviter la gangrène qui risque de contaminer toute la région. Mieux, à défaut d'une grave crise intercommunautaire qui n'en est pas une présentement, si heureusement d'ailleurs, nous risquons de connaître une crise profonde, c'est-à-dire régionale, si rien n'est fait. Pour mener à bien la mission de l'EUFOR RCA, 13 nations européennes y participent, dont 9 avec des soldats déployés sur le terrain, parmi elles la France, nation cadre. Et c'est en collaboration étroite avec les forces africaines MISCA et françaises Sangaris que la mission devrait parvenir à ses premiers objectifs dans 6 mois. Alors Jacques Naria, vous connaissez bien l'Afrique. Est-ce que ces 800 hommes que l'Europe a finalement décidé d'envoyer, ça va être suffisant? Vous parlez d'un pays dont la surface est de 623 000 km². C'est 1,5 fois la France. Alors 800 hommes, c'est une goutte d'eau. Je ne sais même pas si c'est une goutte. Alors et puis surtout, je dirais, Bangui, c'est la plus grande ville en Centrafrique. C'est une ville de 600 000 habitants. Donc 800 hommes, ça ne peut pas. Ça s'avale très vite dans les dédales des rues de Bangui. Comment vous expliquez ce positionnement extrêmement timide de l'Europe à vouloir s'impliquer en Centrafrique? L'Europe, je veux dire, en principe, on parle de la France. La France a agi en premier lieu au Mali, ensuite elle a agi en Centrafrique. La France, l'Europe est fatiguée, je dirais, du conflit en Afghanistan, ne veut pas ouvrir de nouvelles options, je dirais. Chaque fois que l'Europe a intervenu, il y a eu des actes de terrorisme en territoire européen, ce qui fait qu'automatiquement l'Europe s'expose à des menaces dont elle n'a que faire aujourd'hui. Donc il n'y a pas de volonté politique finalement européenne. Il n'y a aucune volonté politique. La seule volonté ici, c'est surtout la volonté de la France qui voudrait naturellement calmer, je dirais, les ardeurs en Centrafrique. Elle ne peut pas s'en sortir toute seule, la France. Ça fait presque un an qu'elle a fait un travail de lobbying acharné pour recevoir cette assistance européenne. Elle ne peut pas s'en sortir toute seule. La France ne voudrait pas être impliquée toute seule parce que c'est sortir du cadre de l'OTAN, sortir du cadre de l'Europe. Il faudrait que ce soit en concert avec l'Europe. Donc de ce côté-là, puis croyez-moi, les dépenses militaires qui s'imposent sur une telle présence en territoire loin de la métropole française, que ce soit au Mali ou que ce soit en Centrafrique, ça ne se limite pas là.
la France a aussi une présence militaire dans beaucoup d'autres pays africains, ce qui fait que c'est un fardeau assez lourd sur le budget de défense. Et puis, rappelez-vous, on parle d'un président socialiste. On ne parle plus de Sarkozy ou d'une attitude beaucoup plus offensive de la France. Donc, il faut que il n'a pas vraiment hésité, François Hollande. Il s'est montré assez interventionniste. Tout à fait interventionnisme qui est surprenant. Mais là, ce qu'il faut se rappeler que, comme le reportage le dit très clairement, que c'est un conflit ethnique aujourd'hui et religieux en Centrafrique entre musulmans et chrétiens. Ça a été provoqué par les Séléka d'abord, qui avaient pris le pouvoir il y a quelques mois et qui ont été chassés finalement par l'intervention française et autres. Et maintenant, c'est l'anti-Balaka, donc ce sont les chrétiens. Alors, où en est cette opération Sangaris? Alors, sur le terrain, les choses avancent. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les ardeurs sont concentrés contre le contingent tchadien. Le contingent tchadien, c'est le plus grand contingent sur place, et c'est un contingent musulman. Hier qu'il quittait les forces centrafricaines. Pourquoi? Alors, tout à fait. Alors, tout simplement parce que le week-end dernier, il y a eu 24 morts à Bangui qui ont été tués par les soldats tchadiens. Donc, il faut tout simplement la France a demandé aux Tchadiens de se retirer parce que pour essayer de calmer la situation. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour établir la stabilité dans ce pays? Et il faudrait un régime d'ordre beaucoup plus sévère à Bangui. Et je dirais que établir un couvre-feu et puis une urgence militaire sur place et pour essayer de contenir, je dirais, l'hostilité de la population et surtout tout simplement de leur faire comprendre que des actes de vengeance ne vont servir à rien. Ils seront punis. Alors, étant que le pouvoir, le régime central de Madame la Présidente Catherine Samba-Panza n'assume pas, je dirais, sa responsabilité, ça continuera à être de cette façon-là. Merci beaucoup, Jacques Neria, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Daniel Laïc, d'avoir été avec nous également. À suivre dans le Morning, la Knesset présente un projet de loi, objectif reconnaître et célébrer l'immigration en Israël par un congé national. Israël est en effet le seul pays au monde fondé sur l'immigration choisie. Toutes les explications après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. C'est un seuil que le pays aurait voulu éviter. Depuis hier, le Liban, on le disait, compte 1 million de réfugiés syriens, soit un quart de la population du pays. Des chiffres qui bouleversent l'identité et l'équilibre déjà extrêmement fragile du Liban. Regardez. Sous son air décontracté, il porte le poids d'un triste symbole. Yehia, 18 ans, originaire de la ville de Homs, est précisément le millionième réfugié syrien enregistré au Liban. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 150 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit en Syrie en mars 2011. Comme des centaines d'autres réfugiés, Yehia a fui son pays en guerre pour tenter de survivre. Aujourd'hui, il n'a pas d'autre choix que de vivre ici, dans ce camp, près de Tripoli, avec pour seul logement un garage. Le nombre 1 million est énorme, c'est une honte. Ça veut dire que 1 million de personnes ont souffert avant moi. Nous avons tous été surpris par les conditions de vie ici au Liban. La plupart des familles préfèrent vivre sous les bombes que dans ces conditions. Ce jeudi, le HRC, Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, a dressé un bilan accablant de la situation au Liban. Il déplore un record désastreux aggravé par des ressources qui s'épuisent rapidement, ainsi qu'une communauté haute proche du point de rupture. Chaque jour, le Liban enregistre 2500 nouveaux réfugiés, soit plus d'une personne par minute. Ici au Liban, on a 1 million de réfugiés. 500 000 d'entre eux sont des enfants. Ce n'est pas qu'une tragédie pour chacun d'entre eux, mais c'est aussi un très lourd fardeau pour le Liban, qui est maintenant le pays au monde avec le plus de réfugiés proportionnellement à sa population. Un fardeau avant tout économique. D'après la Banque mondiale, la crise syrienne aurait déjà coûté au Liban plus de 2 milliards de dollars en perte d'activité et menacerait de faire basculer 170 000 Libanais dans la pauvreté d'ici fin 2014. L'ONU a d'ores et déjà recommandé une aide internationale d'urgence.
Voilà, et on revient sur cette situation avec vous, Yochanan Manor. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes orientaliste. Alors, très concrètement, que devient ce million de réfugiés au Liban? Ils vivent comment, de quoi et où? Vraiment, votre question est la bonne question, parce que contrairement à ce qui se passe dans les pays voisins, notamment en Turquie, en Jordanie, qui ont aussi accueilli beaucoup de réfugiés syriens, au Liban, ce qui se passe, c'est que l'État est en déshérence. Il n'accueille rien du tout, il n'a fait aucun préparatif pour cela. C'est la débrouille. C'est-à-dire que cette masse de personnes va où elle peut, par des contacts, par des amis, par des relations, et ils vivent dans des conditions absolument effroyables. C'est pas du tout les camps, comme on avait préparé des camps de tentes qu'on voit souvent, par exemple près de la frontière turque ou jordanienne. C'est absolument pas ça. Les gens sont laissés à eux-mêmes. L'État libanais est totalement défaillant. Et bien sûr, cet afflux affecte énormément, comme vous l'avez dit, comme votre commentateur l'a dit, l'économie, puisque je crois que c'est près d'un milliard de manque à gagner, pas de manque à gagner, mais de pompage sur les ressources. Précisément, Yochanan, essayons d'être concrets. Le HCR au Liban parle de 2500 réfugiés syriens par jour, une personne par minute qui traverse la frontière. C'est quoi le danger le plus immédiat pour le Liban avec cet afflux? D'abord, ça c'est l'enregistrement du Haut Commissariat aux réfugiés, de l'ONU. Des Nations Unies. Mais il y a beaucoup de gens la frontière est totalement poreuse. Il n'y a plus de frontière entre le... Ce serait plus qu'une personne par minute? Ah oui, c'est tellement beaucoup plus, et surtout le phénomène s'est accéléré au cours de l'année écoulée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, il y avait à peu près 300 000 réfugiés syriens au Liban, et aujourd'hui, il y en a plus d'1 million. Et ça, c'est les chiffres officiels, mais ils sont probablement beaucoup plus élevés que cela. Alors le danger immédiat pour le Liban, c'est quoi? D'abord, la question, c'est de s'occuper des réfugiés. Oui. Il faut que le Liban fasse le minimum en tant qu'État, en tant que gouvernement, pour s'occuper de cette crise. Bien sûr, ça lui tombe dessus. L'aide internationale est insuffisante, c'est vrai, mais il ne peut pas laisser les gens aller où ils veulent, parce que ça va causer il va y avoir des conséquences considérables sur les équilibres internes du Liban. Parce que vous parlez d'équilibre politique, religieux, ethnique? Oui, parce que c'est évident que ces gens-là ont trouvé refuge dans des familles, chez des voisins, c'est des connaissances, et donc tout ceci peut avoir des conséquences. Bien sûr, il faut distinguer le long terme, n'est-ce pas? Et là, c'est ce à quoi nous faisons allusion maintenant, au court terme. Moi, je pense que d'abord, sur le court terme, il faut que l'État libanais se ressaisisse et s'occupe de ce problème, comme l'ont fait les autres États voisins. Est-ce qu'il en a les moyens, le Liban, de le faire? S'il n'a pas les moyens, il doit mobiliser les moyens. C'est une crise humanitaire, il doit faire face avec l'aide, bien sûr, de la communauté internationale. Mais il laisse faire, il a laissé faire. Bien sûr, ça vient aussi de ce que ce gouvernement est complètement neutralisé. C'est aussi, ça reflète ce qui se passe au Liban. Il y a un enjeu politique aussi anti-syrien qui demeure au Liban? Je ne sais pas si on arrive là. Je pense que c'est un phénomène que personne ne maîtrise. Donc, si tu veux, qui va avoir des conséquences, qui a déjà des conséquences. Parce que si vous voulez, il y a plus de 400 000, vous avez mentionné le nombre de jeunes réfugiés syriens en âge de scolarisation. Ils sont plus nombreux que les élèves, à certains endroits, que les élèves libanais. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. On les accueille pas. Non, cette affaire-là doit vraiment faire l'objet. Il faut aider le Liban. Voilà. Est-ce que la communauté internationale doit en faire plus pour aider le Liban face à cette tragédie? Il faut aider le gouvernement libanais à prendre les mesures nécessaires pour s'occuper de ceci de manière à atténuer la tragédie. C'est une tragédie, c'est évident. Les gens trouvent des conditions, comme vous avez donné un témoignage tout à l'heure, il disait la situation sous les bombes en Syrie est meilleure que ce qu'ils ont trouvé au Liban. Est-ce que pour finir, Yochanan Manor, on doit s'attendre au pire pour le Liban si ce flux migratoire se poursuit? Est-ce que le pays va crouler sous ces réfugiés syriens? On pense aux hôpitaux, on pense aux écoles, on pense à tous les services élémentaires du pays. C'est-à-dire que si l'État ne fait rien, oui, mais ça peut être aussi une chance.
ça peut être aussi une chance pour le Liban. Cette situation-là, s'il sait se mesurer, s'il se ressaisit, ça peut être aussi une chance pour le Liban de changer beaucoup de choses, de mieux s'organiser, de faire fonctionner ses services publics. Ça peut être une chance, bien sûr, sinon, ça va être une catastrophe bien pire. Yochanan Manor, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et nous sommes le vendredi 4 avril. Voici les grands titres à la une de l'actualité ce matin. Israël a frappé Gaza. Ce matin, après des tirs de roquettes sur la ville de Sderot, les avions de Tsahal ont procédé à un bombardement ciblé sur 5 sites terroristes de Gaza. Des frappes qui font suite aux tirs de 4 roquettes sur la ville de Sderot. Hier soir, les projectiles sont tombés dans des zones inhabitées sans faire de dégâts majeurs ni de victimes. Les négociations au bord du gouffre, mais les Américains ne désespèrent pas. Les Palestiniens ont avancé 7 nouvelles conditions qu'Israël ne pourrait pas tenir. De son côté, Israël a annulé la 4e vague de libération de prisonniers. Mais John Kerry s'est entretenu cette nuit au téléphone avec Binyamin Netanyahu et Mahmoud Abbas. Pour le secrétaire d'État américain, les discussions vont se poursuivre. Enfin, notez que l'épidémie d'Ebola continue de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Plusieurs nouveaux cas suspects ont été détectés au Libéria et au Mali. Hier, l'épicentre de cette fièvre hémorragique virale reste la Guinée, où l'épidémie a tué 84 personnes. Je vous rappelle qu'il n'existe ni vaccin ni traitement contre ce virus hautement contagieux. Son taux de mortalité peut atteindre 90%. On parle d'autre chose, plus léger. À présent, vous le savez, c'est le printemps. En Israël, il commence à faire doux. Et au Japon, les fameux cerisiers sont en fleurs. Mais voilà, tous ne se réjouissent pas, car beaucoup, cette saison, riment avec allergie et rhume des foins. Regardez. Pour beaucoup, ces fleurs de cerisier sont le symbole du printemps japonais. Mais pour d'autres, elles riment plutôt avec masque chirurgical. Plus d'un Japonais sur 5 est victime de douloureuses allergies au pollen, un problème de santé nationale. Je ne mets que des masques complètement étanches et je porte des lunettes spéciales. Masques, lunettes, crème nasale ou encore émetteurs d'ions négatifs pour purifier l'air. Les fabricants nippons sont à la pointe de la lutte contre le rhume des foins. Une agence de météo privée a déployé dans tout le pays ces drôles de robots détecteurs de pollen. Et certains sont déjà passés à l'étape supérieure. Ce nouveau masque, digne d'un apiculteur, se branche sur une batterie externe de mobile. Il a beau paraître difficile à porter, il s'est quand même vendu par milliers. C'est à moitié une blague, bien sûr, mais c'est vraiment efficace. Alors, pourquoi s'en priver si vous souffrez vraiment d'allergie ? À l'origine des allergies, c'est cèdre, planté après-guerre en masse pour reconstruire le pays. La municipalité de Tokyo a entrepris de remplacer les 20 000 hectares de cèdre de la capitale par une variété produisant moins de pollen. Un travail pharaonique. Mais pour ce professeur, il existe une solution plus rapide, qui consiste à soigner le mal par le mal. Il existe un nouveau traitement d'immunothérapie qui consiste à placer des gouttes à base de pollen sous la langue. Le corps peut s'y accoutumer peu à peu, et alors les symptômes disparaissent. La méthode guérirait environ 30% des patients. Les autres continuent de se frotter les yeux, pendant que les professionnels du secteur, eux, se frottent les mains. Le marché des produits anti-allergiques est estimé à 1 milliard d'euros par an. Retour en Israël avec ce projet de loi à la Knesset. Objectif, reconnaître et célébrer l'immigration en Israël par un congé national. La date prévue, le 10 avril prochain. Yael Bornstein, rebonjour. Alors pourquoi en Israël l'immigration est tellement importante ? Alors elle est importante, il faut le comprendre, mais elle est surtout encouragée. Est-ce que vous connaissez dans le monde un autre pays qui encourage les immigrants à venir s'installer ? Il n'y en a pas vraiment. Les États-Unis au début de leur histoire. C'était il y a très très longtemps, voilà. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Alors justement, comment ça se passe ? Israël encourage comment les Juifs à immigrer ? Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que l'État d'Israël, dans sa définition, dans son essence, est un État qui a été créé en 1948 comme un État
juif et démocratique. Ce sont les mots de Ben Gurion et c'est dans cet ordre-là. C'est un secret pour personne. En 1948, juste après l'Holocauste, l'État a été créé pour accueillir, recueillir ces juifs qui avaient été spoliés, anéantis de par le monde. Et lorsqu'on parle de juifs, on ne parle pas de juifs comme la loi juive, ce qu'on appelle la halakha, définit le judaïsme, c'est-à-dire quand un enfant est juif, c'est parce que sa mère est juive uniquement, mais les lois du retour, donc, qui sont à la base de cette immigration, les lois du retour sont donc basées sur les lois de Nuremberg, qui étaient les lois raciales anti-juives, qui prônaient l'extermination, la spoliation des juifs qui avaient ne serait-ce qu'un seul des 4 grands-parents. Cela, à l'époque, ça suffisait pour être en danger de mort. Eh bien, cela suffit aujourd'hui à pouvoir avoir le havre de paix ici, en Israël. Et c'est donc pour cette raison-là que Israël a été créé selon ces lois du retour. Voilà, Israël qui ne serait rien, qui n'existerait pas sans ces immigrants. Est-ce qu'on a une idée de qui sont ces immigrants? Quel est leur profil? Non, il n'y a pas vraiment de profil type. Ça peut être le jeune garçon de 18 ans qui vient de terminer ses études au lycée et qui vient s'installer en Israël pour les études supérieures, qui amène avec lui ses fringues et qui a tout à refaire. Ça peut être la famille qui s'installe avec des enfants et qui a du coup plus de difficultés à se réinstaller. Les retraités qui doivent réapprendre leurs habitudes, la mentalité, c'est encore une autre phase d'adaptation, mais c'est une décision qui, quoi qu'il en soit, est quand même assez difficile. C'est une décision qui est toujours émotionnelle, emblématique même, je dirais. On se rapproche vraiment de la définition de l'essence du sionisme, qui est à la base non seulement l'amour d'Israël, mais pas seulement l'amour d'Israël, avec la ferme intention de revenir s'y installer. Paradoxalement, à tout ce mouvement vers Israël, on a les Israéliens qui partent s'installer aux États-Unis, ce qui rend fou la police de l'immigration, qui trouve une arrière-grand-mère qui était berlinoise ou polonaise pour pouvoir avoir accès à un passeport européen pour pouvoir s'installer là-bas. Non, on ne parle pas vraiment de ces gens-là. Ce qui nous intéresse, ce sont les nouveaux immigrants. Et voilà. Est-ce a encore réellement besoin aujourd'hui de ces nouveaux immigrants? Pourquoi la Knesset veut faire passer cette loi aujourd'hui? Est-ce qu'Israël pourrait s'arrêter là et dire ça y est, on a assez de juifs qui vivent en Israël? Non, d'abord pour les juifs qui sont à l'extérieur du pays, c'est primordial de pouvoir avoir la possibilité, s'ils le souhaitent, de venir s'installer ici. Mais pour Israël aussi, c'est une priorité, c'est ce qu'on va dire le but. Et là, si je cite le projet de loi, le but a toujours été, sera toujours d'une importance extrême pour l'existence de l'État d'Israël, la base même de son existence, de son développement et du reflet de sa société multiculturelle. Vous et moi, par exemple, on vient d'Europe. Nos confrères de la chaîne anglophone viennent de tous les pays anglo-saxons, que ce soit l'Amérique, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Angleterre. Bref, on est tous des immigrants, tous. Quasiment personne n'est vraiment le sabra, c'est-à-dire, vous savez, cette analogie très jolie du fruit avec les piquants dehors, mais toujours très doux à l'intérieur. Type de plusieurs générations. Qui est né ici. Alors, voilà. sur cette journée que la Knesset souhaite instaurer, on en sait quoi? Elle va être célébrée quand et comment? Alors, c'est pas encore entériné, ça n'a pas encore été voté. En général, les projets un peu jolis, mensualistes comme ça, ils font toujours plus ou moins le consensus. Donc, on a bon espoir que ce sera voté très prochainement. Mais le 10 avril prochain, l'Agence juive et les associations dérivées comme Nefesh Ben Nefesh prévoient une journée pique-nique à Zichron Yaakov, qui est un très joli petit village dans le nord du pays, où ils prévoient des danses traditionnelles, des dégustations de vin, pique-nique, etc. Et les interminables et inévitables discours des membres de la Knesset qui sont à l'origine de ce projet de loi, pour ne citer que Gila Gamliel, Chilik... Voilà, donc beaucoup de chances que ça passe, en tout cas, cette journée officielle. Normalement, oui. Merci beaucoup, Yael, d'être venu nous en parler. À suivre, oubliez le Bikram ou l'Ashtanga si vous désirez faire du yoga, ce sera tout nu. Terminer cette édition et cette semaine par de l'art et puis la dernière tendance, vous allez le voir, on va voir des corps nus, ce sera juste après votre passage. Marie, bonjour, merci d'être avec nous. Tous les vendredis, on parle de la scène artistique en Israël, 2 expos. Cette semaine, on commence par Tal Amitai, c'est une artiste israélienne, elle expose en ce moment à la galerie Shlouch à Tel Aviv. Qui est-elle? Que fait-elle? Tal Amitai a à peu près 45 ans. C'est une artiste dont le père était architecte, donc elle a un peu vécu dans la construction, dans les bâtiments, dans la décoration, dans l'esthétique. Basée sur ça, elle construit un art qui est assez impressionnant, où elle coud avec des fils, elle coud des reconstructions, elle construit et déconstruit
des objets qu'on verra tout de suite et elle les file, elle les colle à base de plastique. Là, c'est son exposition qui est à Tel Aviv, à la Galerie Schluch. Voilà, je parlais tout à l'heure de les fils qu'elle colle. C'est des fils de nylon. Ça, c'est des fils de tissu. D'accord. C'est un grand persplex, ce qu'on voyait avant, et c'est la reconstruction de la Hurricane Katrina qu'il y a eu en Amérique. Là, elle prend des poteaux énormes, 6 poteaux qu'elle peint, vous voyez en gris, très chic, très beau, qu'elle va recouvrir de fils de nylon, des milliers de fils de nylon qui vont être étalés d'en haut en bas. Vous voyez les trous où elle va infiltrer les fils. Donc on change l'espace de la galerie, on change, et là ça devient une sorte de porte qu'elle amène. Voilà, on en est là, c'est là. C'est un jeu de lumière et d'ombre, ça s'appelle light projection, c'est-à-dire que c'est très léger, mais en même temps c'est très dimensionnel, c'est 3 dimensions, c'est une sculpture absolument divine, elle est chic, on a l'impression que elle va forer les poteaux et introduire les fils. Voilà, ça existe déjà, hein, vous pouvez tous les voir. Vous voyez le scale de la dimension de l'être, vous voyez la transparence, vous voyez la porte, on a l'impression qu'on peut rentrer, en fait on ne peut pas rentrer, c'est une porte où on joue de l'illusion, voilà. Et pourquoi elle veut dire quoi en laissant cette porte entrouverte ? Je pense qu'elle parle de la fragilité de l'architecture, je pense qu'elle parle de la fragilité de la vie. Voilà, ça c'est la déconstruction de l'Hurricane Katrina, donc elle est très influencée par les faits divers. L'ouragan Katrina qui a détruit les maisons. Exactement, donc c'est la base souvent de ses dessins. C'est pas des dessins en crayon, de ça parce qu'elle est imprégnée, parce qu'elle pense qu'on est tous très fragiles, parce que du jour au lendemain on perd la maison. Toute la notion de la maison, de la famille, c'est très important à cette artiste, je dirais, féministe, qui n'a peur de rien. Et regardez, elle a changé un espace complètement. Tu as l'impression d'être trompé de galerie quand tu rentres dans l'espace d'aujourd'hui. On ne reconnaît plus l'espace. Tout à fait, mais elle a tout pris. C'est-à-dire on n'est pas dans un tableau, on est dans une autre dimension, on est dans la 3 dimensions totale. Et c'est toujours, elle prend des objets du quotidien, du sucre, du sel, du soda. Elle travaille avec des choses féminines, elle coud, elle construit. Il n'y a pas de limite entre les genres, je dirais, hommes et femmes. Elle est juste une artiste 24 heures sur 24, et c'est la délicatesse et du tableau, même s'il parle de la déconstruction, de la mort, de la perte, par rapport à la fragilité de ces fils-là. C'est vraiment Alors, je vais vous poser la même question que je vous pose chaque semaine, parce qu'on essaye avec vous, Marie, de rentrer dans ce monde artistique que vous connaissez extrêmement bien. Pourquoi ce que fait Tal Amitai, c'est de l'art ? D'abord, elle est une artiste. D'accord. D'accord. Donc, elle ne s'est pas levée un jour à 40 ans, elle a dit « je vais devenir une artiste ». Elle est artiste dans son âme. Et c'est de l'art parce que c'est une sculpture, parce que c'est de l'architecture, parce que c'est juste de l'esthétique. Qu'est-ce que c'est que l'art ? Ça ne s'arrête pas, c'est pas 1 à 2. C'est juste un monde entier qui vous émeut, qui vous énerve, qui vous plaît, que vous détestez. Et quelle émotion ça a réveillé en vous de voir ces œuvres d'art ? J'ai envie de rentrer dans ces poteaux. Pour y faire quoi ? Pour m'imprégner. J'ai l'impression que ce soit des totems égyptiens. J'ai l'impression on est universel. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est le jour et la nuit en même temps. Et cette porte m'intrigue. La porte qui est à demi ouverte, qu'est-ce qui se passe derrière alors que je sais qu'il n'y a rien, il y a un mur. Ouais, c'est ce qu'elle a voulu faire passer même comme si message. Je sais ce que c'est, j'ai envie d'en savoir plus. C'est un peu ça, deuxième artiste dont on parle ce matin, Marie, il s'appelle Karl Handel, il vit à Los Angeles, il a ouvert hier soir son expo à Tel Aviv, à la Galerie Zomer. Oui. Karl Handel, qui était le roi de la Biennale de Lyon cette année, et qui est en vue maintenant à la Triennale de New York, à la Whitney Biennale. Eh bien, regardez. Là, vous avez l'impression de voir quoi ? Vous avez l'impression de voir des images de photos. Vous avez l'impression de voir des photos. On est d'accord ? Des photos, des faits divers, des meurtres, des attentats. Tout ça, c'est bien vrai. Mais, sauf que tous ces travaux sont faits au crayon. Ah bon ? Tout est dessiné, en fait ? Tout est dessiné. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'approcher. Cet artiste dit viens, voilà, ça c'est au crayon, il sait pas l'hébreu, il a copié. D'accord. C'est-à-dire il a fait ça en hébreu spécialement pour cette expo à Tel Aviv ? Non, parce qu'il était à Tel Aviv et pendant qu'il y a eu le massacre de Colorado qui l'a beaucoup influencé, il a demandé à Tel Aviv si on réagissait à ce qui se passait en Amérique. Ils lui ont dit oui, ça nous a beaucoup impressionné. Il a dit envoyez-moi les coupures de journaux et je vais faire sur ça mes travaux.
Et donc, c'est sa 3e expo ici. C'est un jeune homme de 38 ans, super doué. Et là, regardez ce monsieur, comme les travaux sont coupés. Hein. Regardez, c'est très chic. On a 3 femmes, des femmes de son école. Ça aussi, c'est dessiné ? Dessiné au crayon. Magnifique. Et regardez, Poutine, Gorbatchev avec le sac Louis Vuitton. Ouais. Donc, on est dans le chic et la corruption en même temps. C'est toujours des sujets très actuels. Et ce que j'ai cru voir en même temps avec Tal, c'est la folie des artistes. Elle fait des milliers de fils, il fait des milliers de crayons. Cette obsession du travail très méticuleux. Voilà, parfait. Vous m'avez tout à fait compris. Et Karl Handel, très méticuleux, prend aussi tout l'espace, le pain, alors, en l'occurrence le pain au jaune, mais ces tableaux incroyables, il vous oblige de vous approcher et vous dit « Regardez-moi ». Ne courez pas comme dans un supermarché dans les galeries. Regardez de près, voyez ce que je fais. Je travaille méticuleusement sur les faits divers de la société. Il veut que le spectateur analyse ce travail de près. Aujourd'hui, on est tous en cours. Ça va trop vite. Oui, j'étais avec lui hier. Il m'a dit arrête de se ranger. Je lui ai dit mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, c'est de la photo. Il est basé sur de la photo, bien sûr. Il me dit non, arrête, regarde la technique. Et ben moi, je vous demande d'aller la voir pour regarder, vous arrêter, voir ce. C'est extraordinaire que des artistes de cette taille internationale, qu'on ne peut voir qu'en dehors, viennent ici chez nous à Tel Aviv et c'est la fête. Merci beaucoup en tout cas de nous transmettre cette envie d'aller voir ces artistes et ces galeries. Alors pour ceux qui sont à Tel Aviv, la première ça se passe à la galerie Shlouch et le deuxième à la galerie Zomer. Merci beaucoup Marie. Restez avec nous parce qu'on va parler d'un autre artiste que vous connaissez sans doute. Il est allemand, lui pour le coup, et il expose en ce moment à Tel Aviv. Ses œuvres sont fabriquées à base de déchets recyclés, un peu de l'art poubelle si vous voulez. Reportage chez Harpeled et Daniel Ziri. Les déchets des uns peuvent se transformer en art pour les autres. C'est le cas de l'artiste conceptuel controversé H.H. Schultz, actuellement en tournée mondiale avec son armée connue sous le nom de Trash People. Après avoir parcouru la Grande Muraille de Chine, les pyramides de Gizeh et la Piazza del Popolo de Rome, Schultz fait son arrivée en Israël accompagné de ses 500 soldats faits de déchets. C'est ici que l'artiste a décidé d'exposer son œuvre au mont Iria, dans le parc Ariel Sharon, situé au centre d'Israël. C'est la plus grande montagne du pays à être formée entièrement d'ordures ménagères. Notre terre sainte est pleine d'ordures, donc ces sculptures sont les miroirs de notre époque. L'Allemand de 74 ans sensibilise le monde aux problèmes environnementaux depuis 50 ans. Et il est fier de son passé provocateur. Il a notamment été emprisonné à Munich après avoir souillé la rue principale de la ville dans les années 60 et a même payé un pilote pour aller écraser un Cessna dans l'État de New York en 1977. Mais au bout du compte, sa critique de la société de consommation fait l'objet aujourd'hui d'un consensus. Le public a changé depuis ces 40 dernières années. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de parti écolo. Maintenant, les politiciens, comme le ministre qui est venu ici, connaissent le problème. De la même manière, notre chancelière sait que les ordures sont la première priorité politique du monde. C'est un symbole de l'importance du problème du traitement des déchets et de l'importance de la sensibilisation du public pour qu'on commence à recycler. Les troupes de canettes compressées et de déchets électroniques sont fièrement dressées à cet endroit qui était jusqu'à peu le plus répugnant d'Israël. C'était la plus grande décharge publique du Moyen-Orient. La première chose que voyaient ceux qui atterrissaient en Israël était cette montagne d'immondices. Après avoir accumulé 25 millions de tonnes de déchets, le site a fermé ses portes en 1998. C'est maintenant devenu un parc national et une usine de recyclage. Les Trash People, ou comme les appelle Schultz, notre propre reflet, orneront son sommet avant de partir vers de nouvelles aventures. Ils poursuivront leur errance comme des réfugiés de la société de consommation. Marie, les Trash People, ça vous parle moins ? Oui, tout à fait. Vous voyez tout de suite visuellement la différence entre les deux autres artistes et ça. C'est trop populaire, c'est trop facile, c'est trop. On fait tout en grand, beaucoup. C'est pas mon genre, mais bon, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, ça existe aussi. On parle consommation et tendance à présent avec vous, Johan. Bonjour. Alors vous partez d'un principe très simple ce matin. Il vaut mieux se déshabiller. Exactement, alors tendance très dénudée aujourd'hui et on commence tout de suite avec un yoga d'un nouveau genre qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Ça s'appelle le Bald and Naked Yoga, ça nous vient de New York et plus précisément du quartier de Chelsea. Alors Bald and Naked signifie tout simplement tout nu, c'est une nouvelle façon de pratiquer le yoga.
entièrement nus. Ça fait fureur à New York. Beaucoup d'adeptes en ce moment. Voilà, on voit les images, vous n'avez pas menti. Ça se pratique bien entièrement nu. Qu'est-ce que ça change en fait d'être nu ou habillé pour faire le yoga? Alors, ce yoga se veut une célébration du corps et de ses formes. Donc, bien évidemment, on le voit mieux quand on est nu. C'est mixte? C'est mixte. Tout à fait. Les classes sont mixtes, alors il faut être complètement décomplexé et ouvert à ce genre de choses. Alors bien évidemment, ça n'a absolument rien de sexuel. Vanessa Kennedy, un professeur de l'établissement, nous dit que lorsque les gens sont nus, ils sont tous égaux et que la nudité... Ils sont tous beaux là, sur ces images, c'est fait exprès, il y a des critères de sélection. Non, il n'y a pas de critères de sélection, mais je pense que les gens qui poussent la porte de ce yoga sont déjà de base bien dans leur corps. Décomplexés, c'est ça. Décomplexés. Alors ce yoga est censé vous décomplexer, pas vous rendre mince. Donc du coup, je pense que les gens qui y vont sont déjà malheureusement décomplexés. Enfin, heureusement pour eux, mais bon, mais voilà. Ils sont tous plutôt bien foutus. Ça coûte combien de faire du yoga tout nu? Alors ça coûte $25 de l'heure, ce qui est à peu près le coût d'une séance de yoga classique à New York. Ouais, c'est pas plus cher. Bon, voilà. Ça marche. Ça marche très bien. Beaucoup de bruit, ce qui est plutôt pas étonnant parce que le yoga fait de plus en plus d'adeptes dans le monde. Et comme c'est le cas à chaque fois qu'une discipline fait de plus en plus d'adeptes, voilà, des déclinaisons en tout genre apparaissent les plus farfelues. Aujourd'hui, on est tout nus. Et peut-être à Tel Aviv bientôt. Allez, direction cette fois les réseaux sociaux où les stars, elles aussi, se déshabillent. De quoi Exactement. Alors depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, on voit de plus en plus de stars apparaître sur Instagram et Twitter notamment, sans aucun maquillage ni artifice, totalement naturel. Ça s'appelle le no make-up selfie. Donc littéralement le selfie, donc la photo qu'on se prend seul, sans maquillage. En l'occurrence, cette fois, c'est pour la bonne cause, puisque la fondation Cancer Research UK, une association de recherche contre le cancer, a ainsi récolté plus de 9 millions d'euros avec une opération du genre. C'est donc une opération de com? Alors c'est une opération de com, en tout cas ça l'est devenue, puisqu'au départ non, en fait c'est la romancière Lana Lipman qui a posté une photo d'elle la semaine dernière sans maquillage sur internet et elle a été suivie par plus de 59 000 internautes en 2 jours. Quand l'association s'est rendue compte du phénomène, elle a tout simplement demandé aux stars et aux internautes de rajouter un hashtag avec un appel aux dons par SMS et il y a eu plus de 800 000 SMS envoyés pour preuve de promesse de dons derrière. Donc une opération de communication qui a très très bien réussi effectivement. Alors ça c'était pour les stars féminines, les hommes s'y mettent aussi à lutter contre le cancer? Les hommes se mettent également à lutter contre le cancer des testicules cette fois, et les hommes suivent le mouvement et se mettent également tout nus sur les réseaux sociaux, sur Instagram. L'opération s'appelle Cock in a Sock, donc littéralement un pénis dans une chaussette. Encore une fois, c'est pour la bonne cause et des milliers d'hommes ont pris part à l'opération en postant des photos d'eux entièrement nus sur Instagram et Twitter. Beaucoup de réactions de femmes notamment, qui voient quelque chose d'assez peut-être trop masculin par rapport à la version féminine, puisque les hommes en profitent pour se mettre en scène, pour peut-être mettre en avant leurs atouts, voilà, quelque chose de... C'est moins doux et moins agréable quand même que de voir les stars sans make-up. On sent l'ego supérieur en fait, le côté égo masculin qui ressort beaucoup plus que dans les selfies sans maquillage. Non, je suis après mon art qui est toujours ou holocaustien ou très dark. Yoann me fait plaisir. Mais c'est de l'art également. également. Me fait rentrer dans le week-end en beauté. Voilà, alors on est en tout cas dans quelque chose de très créatif. Voilà. La question du coup à se poser, c'est pourquoi les gens veulent à tout prix se mettre nus sur internet quand on parle de cancer? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions un peu plus créatives? Quel est le rapport? Il n'y en a pas, peut-être à part celui de faire du bruit et d'étonner et du coup de pouvoir faire passer le message de communication au plus grand nombre. Voilà, pas d'autres rapports plus précis. Bon, une dernière info tendance? Une dernière info tendance. On reste tout nu ou pas? On reste tout nu. Alors cette fois on s'habille pour la photo, mais il y a quand même un lien avec la nudité, ça s'appelle le sex selfie. C'est la dernière nouveauté en matière de selfie. C'est le selfie après l'amour. Ah, pas pendant, rassurez-moi. Pas pendant, après l'amour. C'est-à-dire que les gens se prennent maintenant en photo après le coït conjugal et partagent la photo sur les réseaux sociaux. Encore une fois, la grande question, c'est pourquoi en dehors de l'exhibitionnisme et de rentrer encore plus dans la société de l'exhibitionnisme et de l'étalement de son intimité sans plus aucun complexe, je ne sais pas jusqu'où cette tendance du selfie ira, mais en tout cas, on est déjà bien loin. C'est ça en fait, c'est inévitable, les réseaux sociaux, on va en arriver là, toujours plus d'intimité dévoilée, donc forcément on arrive vers le nu. Ouais, j'ai envie de dire, on y est déjà. La grande question c'est du coup, qu'est-ce qu'il y a après le nu? Qu'est-ce qu'il y a après le nu, après l'amour? Qu'est-ce qu'il y a après le nu complètement fait? Je sais pas en fait, on est curieux de voir. On se réhabille peut-être. Ouais, on se réhabille peut-être. On se réhabille peut-être, le selfie habillé, prochaine tendance à parler sur ce plateau. Ça reste encore soft. Hein. Ça reste soft. La grande question c'est est-ce que ces gens ont conscience des conséquences, des répercussions que ces photos peuvent avoir, notamment sur le milieu professionnel. C'est vrai, faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger, ces photos circulent très vite et c'est assez dangereux. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Yoann d'être venu nous en parler. Merci beaucoup Marie, c'est toujours un plaisir. On se retrouve vendredi prochain. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très bon week-end. Portez-vous bien.
אפשר להראות הרבה דברים.